Vous regardez New d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Au Tchad, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bachiré, a annoncé ce mardi le chronogramme électoral pour l'élection présidentielle. Cette annonce marque une étape cruciale dans la transition politique du pays et selon le calendrier dévoilé, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle se fera du 6 au 15 mars 2024. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Cette annonce du président de l'ANGE vient marquer une étape cruciale dans la transition politique du pays. Mais est-ce qu'on va s'attendre aussi à la fin de la transition après cette élection? Je crois qu'un des plus gros problèmes sur le plan politique est réglé. C'était succès Masra. Mais si ce problème est réglé, il y a un autre problème qui est là, qu'on oublie parce qu'on les entend de moins en moins. C'est ces groupes armés qui n'ont pas participé ni au dialogue, qui sont allés et puis qui ont boycotté finalement le dialogue de Doha, qui n'ont pas été au dialogue national et qui se sont fait entendre également dans la nuit du mardi au mercredi en attaquant l'agence de sécurité, l'agence de renseignement au niveau du Tchad en faisant des morts. C'est-à-dire une façon de rappeler qu'il y a un problème qui n'est pas réglé pour ce qui est du Tchad. Mais pour ce qui est du terrain politique, si on peut l'appeler ainsi, Saleh Kedzabo, comme on le sait, était déjà dans le gouvernement, c'est lui que Masra a remplacé. À l'heure actuelle, c'était eux les deux opposants les plus en vue par rapport au pouvoir tchadien. Ils sont tous, si on peut l'appeler ainsi, dans le panier du pouvoir tchadien. Mais qui va faire face à ce pouvoir? C'est toute la question qu'on peut se poser aujourd'hui pour les prochaines élections. C'est ça, le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle tchadienne aura lieu le 6 mai, selon le calendrier, le chronogramme dévoilé. On se demande qui seront les potentiels challengers du président Mahamat Idriss Déby Itno, justement, comme vous le disiez tantôt, avec un succès, Masra, aujourd'hui Premier ministre. Sauf exception, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'il y a une grosse coalition qui est en train d'être préparée autour du président Mahamat Déby. Il y a déjà 127 partis. En plus, l'ancien Premier ministre Saleh Kedzabo, qui aurait pu être un tenant, parce que quand même c'est quelqu'un qui est connu au niveau du Tchad, a décidé avec son parti de soutenir le président de la transition. On n'a pas encore entendu Succès Masra dire qu'il va soutenir. On ne l'a également pas entendu dire qu'il va être candidat. On ne l'a pas vu également aujourd'hui dans la posture d'un candidat. Parce que celui qui va être candidat à l'élection présidentielle, il ne va pas attendre la période du 6 au 15 mars dont vous parlez pour dire je suis candidat. C'est à cette période qu'il vient déposer officiellement sa candidature. Mais avant cela, il y a tout un ensemble de démarches que les candidats font pour pouvoir faire en sorte que leur candidature soit quelque chose de sérieux. Pour le moment, on n'a rien vu. Mais si vous enlevez ces deux personnages, je ne vois pas qui reste. Le reste de l'opposition, c'est ce qu'on peut appeler les groupes armés. Et ceux-là, bien sûr, ne sont pas dans une logique de participer à des élections. Dans son discours, M. Ahmed Bachiré, lors de la conférence de presse, a souligné l'importance de l'organisation d'une élection libre et transparente pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que le climat politique actuel dans le pays est favorable à cette finalité? On peut dire que le climat politique est plus que favorable actuellement. D'ailleurs, même c'est pourquoi on veut rapidement organiser les élections, parce que les conditions sont réunies, à moins que les groupes militaires ne viennent perturber ce qui se passe aujourd'hui. Le président de la transition, Mahamat Déby, est vraiment parti pour devenir le prochain président du Tchad. Je ne vois absolument rien qui puisse l'empêcher de l'être. N'oublions pas que, même dans le processus concernant d'abord la réforme de la Constitution, l'opposition s'était opposée en refusant cette réforme. N'oublions pas que Ange, dont on parle, qui gère les élections, quand on a nommé le premier responsable, les opposants également se sont plaints en disant que c'est quelqu'un qui est à la solde du pouvoir. La Cour suprême, le Conseil constitutionnel, à chaque fois qu'on a nommé quelqu'un parmi les personnes qui vont jouer un rôle extrêmement important au niveau des élections, mais les partis d'opposition se sont toujours plaints en disant mais attendez, ceux qu'on a placés ici, ils ne feront que ce que le président Mahamat va leur demander de faire. Donc même dans le processus, mais les gens considèrent que c'était déjà parti pour que ça soit ces élections, parce que malheureusement on peut le dire, et c'est là où cette question que posent certains devient pertinente. Si on est sûr que c'est lui qui va gagner des élections, objectivement,
est-ce que c'est la peine de perdre des milliards pour organiser une élection dans un cadre où on a besoin de tout, même des choses les plus élémentaires? La question devient pertinente dans ce genre de situation où on se demande l'élection sert à quoi? Parce que celui qui est là comme président de transition, mais sauf vraiment extraordinaire, c'est lui qui sera le président du Tchad après les prochaines élections. Arrivé au pouvoir donc après la mort de son père, Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno avait donc promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant les élections 18 mois plus tard, échéance finalement repoussée à 2 ans. Le 6 mai annoncé, est-ce qu'il y a des risques à ce qu'on ne se retrouve pas, ou comment éviter un scénario à la Macky Sall au Tchad? Non, je crois qu'on ne risque pas d'avoir ce scénario, puisque n'oublions pas que le report avait déjà créé beaucoup de problèmes sur le plan politique, avec des manifestations. Dans la réforme de la Constitution, ça avait également créé des problèmes, parce qu'il s'était engagé à ne pas être candidat, puisque c'est la règle de façon générale, quand il y a une transition, ceux qui ont géré la transition ne doivent pas être candidats aux élections. Il s'était engagé clairement là-dessus. Mais on a vu à un certain moment qu'on a prolongé la transition. Ils ont organisé leur dialogue où une partie de l'opposition, Succès Masra à l'époque en faisait partie, avait boycotté le dialogue. Ce dialogue avait déjà ouvert la voie à une prolongation de la transition. Ils se retrouvent pratiquement avec 3 années de pouvoir en termes de transition, plus aujourd'hui, clairement, la possibilité d'être candidat, puisque le dialogue a réglé la question, comment on appelle ça encore, la réforme de la Constitution également avec le référendum a réglé cette question. Le parti de son papa, le MPS, a fait de lui le candidat. Donc, c'est quelque chose qui est carrément posé à côté. C'est clair qu'il est le candidat et il est en même temps le gagnant de ces élections, puisque tout se trouve entre leurs mains. Je ne vois pas a priori qu'est-ce qui peut l'empêcher de devenir le prochain président du Tchad. Il y a, au niveau de l'opposition, quand Masra est rentré dans le gouvernement, ça a été une très bonne stratégie de la part du pouvoir, puisque ça a divisé à nouveau l'opposition. Et la tête de file de l'opposition est actuellement le Premier ministre du président. En clair, est aujourd'hui un allié. Alors, une nouvelle constitution adoptée par référendum à plus de 86% autorise aujourd'hui Mahamat Idriss Déby Itno à être candidat à la présidentielle. L'opposition, qui avait appelé au boycott du référendum, avait fortement contesté ces résultats, évoquant une confiscation du pouvoir. Cette situation est donc aujourd'hui apaisée? Apaisée, c'est trop dire. Vous avez encore des opposants, mais qui n'ont pas la trempe de Masra, qui ne parviennent pas à mobiliser les Tchadiens comme Masra le faisait, qui n'ont pas également la trempe de Saleh Kedzabo, puisque c'est l'opposant historique, pas seulement par rapport au fils, mais également par rapport au père, qui aujourd'hui se trouve du côté du pouvoir. Si je peux l'appeler ainsi, les populations tchadiennes ont du mal à trouver aujourd'hui celui qui va porter ce que les populations tchadiennes veulent. Et ce qu'on oublie, avec Succès Masra qui quitte une position radicale en termes d'opposition pour venir rentrer dans le gouvernement, certainement les populations tchadiennes sont actuellement complètement désorientées par rapport à ces opposants. Et si on leur donnait la parole librement, beaucoup te diront que maintenant on ne sait même plus à qui faire confiance dans ce genre de comme situation. Chef de file de l'opposition. Parce que le discours de Masra, tout le monde le connaissait. C'était vraiment un discours anti-système, un discours d'opposition de façon radicale. Aujourd'hui, on le voit carrément au niveau du gouvernement avec un discours tout autre. Le pays compte 127 partis politiques. Les candidats qui souhaitent se présenter à l'élection présidentielle au Tchad devront déposer leur candidature au plus tard le 15 mars. Est-ce qu'il y aura un fort engouement à cette élection? Malheureusement, quand dans une élection, on est déjà convaincu que le processus n'est pas respecté. Les dés sont pipés. On l'a vu avec le référendum, la réaction de l'opposition a été de dire mais ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, rien n'a été fait dans les règles. Avec ces personnages qui jouent un rôle fondamental dans les élections, la Cour, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, Ange qui organise les élections. Ange, c'est un peu CENI, quoi, pour parler le langage le plus connu, où on a choisi des personnes qui sont des proches du pouvoir, qui ont été contestées. Mais il est clair que, en plus du fait que tout le monde se dit que c'est lui qui va être élu,
Mais beaucoup de gens se poseront la question, à quoi ça sert d'aller voter quand on connaît déjà le résultat des élections? Un match de football n'a de sens que quand on n'est pas sûr de qui va gagner. Et quand on sait déjà qui va gagner, est-ce que c'est la peine de payer un billet et puis d'aller au stade, s'asseoir pour regarder un match en connaissant déjà le score et même le buteur? Bon, je me dis qu'il n'y aura absolument rien comme suspense. Mais tous ces éléments, plus également une sorte de désillusion des populations par rapport aux politiques, vont certainement amener une bonne partie des Tchadiens à ne pas participer à ces élections, comme on l'a vu dans d'autres pays d'ailleurs. Au Sénégal, par exemple, 20 candidatures ont été validées. Est-ce qu'en Afrique, après donc plusieurs expériences, c'est toujours stratégique en tant qu'opposition d'aller aux élections en rang dispersé? Mais ça dépend des espaces. Au Sénégal, par exemple, le choix a été d'aller aux élections en rang dispersé. Et ça a toujours marché. Ça a marché contre Diouf. Il a été amené au second tour et battu. Ça a marché contre Wade. Il a été amené au second tour et battu. C'est la même stratégie que l'opposition a choisie également pour amener Macky Sall au second tour et le battre. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Ailleurs, on a souvent dit clairement que pour que l'opposition puisse réussir, il faut que les gens se mettent ensemble. Au Sénégal, le problème ne se pose pas. Vous avez des opposants qui sont là. Financièrement, ils ont les moyens pour faire la campagne comme il se doit. Donc, ce n'est pas une opposition comment je dirais, qui se regroupent dans une salle. C'est des gens qui sont capables de faire des meetings, de mobiliser les populations, etc. C'est des gens qui ont les moyens pour faire la campagne. C'est des gens qui ont quand même une certaine reconnaissance sociale, une base électorale qui est réelle. Et ici, le jeu consiste à faire voter le maximum de personnes au premier tour pour empêcher au président de pouvoir avoir 50%. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Bon, vous avez le cas spécifique qu'il faut écarter, là où les élections sont à un seul tour. Ce n'est même pas la peine de discuter. Il y a une seule stratégie possible, c'est de se mettre ensemble pour devenir premier. Parce que quand on est deuxième, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de deuxième tour, les élections sont terminées. Mais il n'est presque jamais facile, au moment des élections, de mettre les opposants ensemble. Au Sénégal, ils l'ont très bien compris. Ils ont fait une stratégie sur plusieurs années. En allant ensemble aux élections locales, en allant ensemble aux élections législatives, mais dès le départ, ils avaient dit que pour les présidentielles, chacun peut être candidat. Parce que local, on peut partager les mairies. Législative, on peut partager les postes de députés. Mais le fauteuil présidentiel, on ne peut pas le partager. Ça fait une des raisons pour lesquelles, effectivement, l'opposition a souvent des difficultés à se mettre ensemble quand il s'agit du fauteuil présidentiel. Mamadou Diouf, en organisant donc cette prochaine élection au Tchad, le pays tente de mettre fin à la transition. Qu'en est-il donc dans les autres pays qui connaissent justement aussi une situation de transition politique? Je veux dire la Guinée, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Pour les autres pays, le processus n'est même pas enclenché. Au Tchad, le processus a été enclenché. Le Mali avait déjà commencé avec le référendum. À un certain moment, on nous a dit que l'élection est reportée pour des raisons techniques. Bon, tout récemment, ils ont dit qu'ils ont retrouvé les données qui, sur le plan technique, empêchaient d'organiser les élections. Mais la réalité, c'est que la période de la transition finira et il n'y aura pas d'élection. Puisqu'au Mali, la transition finit en mars. Donc, c'est complètement terminé. Au Burkina, on nous ramène un autre langage auquel on est habitué. On ne peut pas organiser les élections tant qu'on n'a pas recouvré l'intégralité du territoire, tant qu'il y a cette question d'insécurité. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va organiser les élections, parce que cette question de sécurité, personne n'ose dire ici quand est-ce que le problème va être résolu. Le Niger n'a pas encore commencé sa transition. Moi, j'appelle ça n'a pas encore commencé parce que pour le moment, on ne nous a pas dit. Il y a un dialogue qui doit avoir lieu, qui doit dire la durée de la transition. Le général avait dit que ça ne doit pas dépasser 3 ans, mais on n'a rien sur la table pour parler de début ou de fin de la transition. Pour la Guinée, le général, puisqu'il est devenu général, est en train actuellement de sonder un peu à l'échelle internationale surtout pour voir s'il peut encore lui aussi prolonger sa transition avec des contextes qui sont différents quand même, puisque la situation de la Guinée est différente de celle du Mali, du Niger et du Burkina. Vous voyez la grève actuellement au niveau de la Guinée et comme d'habitude malheureusement des morts à chaque fois qu'il y a des manifestations. Donc les situations ne sont pas du tout les mêmes. Ici on est en face clairement d'une sortie, d'une transition. Ailleurs,
les perspectives de sortie ne sont pas claires du tout. Justement, pour revenir au Tchad, les manifestations d'opposition sont systématiquement interdites depuis celles réprimées dans le sang le 22 octobre 2022. Entre 100 et 300 personnes avaient alors été tuées par balle par les forces de l'ordre. Est-ce que l'enquête au jour d'aujourd'hui est conclue? Mais on ne peut plus parler d'enquête. Malheureusement, il y a eu une loi d'amnistie. Et avec la loi d'amnistie, l'opposition s'était plainte puisque dans la loi d'amnistie, on ne cite pas des personnes, on cite des faits. C'est le même topo qui se profile au Sénégal. Il y a eu une soixantaine de morts, 100 morts même selon certains. Mais quand la loi d'amnistie vient, on dit entre la période de 2000 je ne sais combien et de 2000 je ne sais combien, il y a eu des événements politiques qui ont créé des troubles, des je ne sais pas quoi. Tout ce qui s'est passé est amnistié. On ne cite pas les personnes. Mais ce qui se cache derrière, c'est que les tueurs, on leur donne la possibilité de ne plus être poursuivis. Mais il y a quand même une chance qui est là. Le jour où le pouvoir change, la même assemblée où on avait voté cette loi d'amnistie, d'autres députés qui sont venus peuvent remettre en cause la loi d'amnistie et poursuivre ceux qui ont commis des crimes, des tortures, etc. D'ailleurs, sur le plan international, quand vous amnistiez des crimes, on peut vous poursuivre à l'échelle internationale avec ce qu'on appelle la compétence universelle qui permet dans un autre pays de porter plainte contre un criminel et de le voir poursuivi même s'il a bénéficié d'amnistie au niveau de son pays. Donc au Tchad, on ne peut plus parler d'enquête et de résultats des enquêtes parce que malheureusement, tous ces morts ont été passés par perte et profit. Merci, Morad Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur NIOD Info 1.